Mesdames et messieurs, bonsoir. Facebook, TikTok, WhatsApp, X ou encore Instagram occupent désormais une place centrale dans notre quotidien. Ces plateformes permettent d'informer rapidement, d'alerter, de mobiliser et parfois même de dénoncer certaines injustices. Mais dans le même temps, elles deviennent des espaces de rumeurs, de manipulation, de discours de haine, de cyberharcèlement et parfois même de tensions sociales. Alors, comment trouver l'équilibre entre liberté d'expression et responsabilité numérique? Les réseaux sociaux rapprochent-ils les citoyens ou contribuent-ils à fragiliser la cohésion sociale au Bénin? Sommes-nous en face des outils d'alerte citoyenne ou de véritables amplificateurs de violence? Réseaux sociaux au Bénin, outils d'alerte ou amplificateurs de violence. Pour en débattre ce soir, nous recevons des invités qui apportent chacun leur regard et leur expertise sur cette problématique. C'est la question que nous posons aujourd'hui dans Regard de Société. À ma droite, je reçois pour cette émission M. Théodule Nouachi. Il est juriste, chercheur en droit public. Avec vous, nous allons analyser comment les réseaux sociaux influencent l'ordre public, la liberté d'expression et la prévention des discours haineux au Bénin afin de proposer un cadre juridique équilibré entre sécurité publique et protection des droits fondamentaux. Monsieur Théodule Nouachi, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes. Merci pour la confiance renouvelée. Merci à vous. Et également à ma gauche, docteur Hospice Bienvenu Rouilloton. Vous êtes socio-anthropologue, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, mais également maître assistant des universités du CAMES et titulaire d'un doctorat en sociologie anthropologie de l'université de Lyon 2, obtenu en 2014. Vous nous aiderez à comprendre les impacts sociaux et comportementaux des réseaux sociaux. Docteur Hospice Bienvenu Rouilloton, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, chers journalistes, et merci pour l'invitation. Enfin, également sur ce plateau, Jocelyn Aholou, vous êtes un professionnel de la communication et du marketing digital, engagé dans la promotion d'un usage responsable du numérique et des médias sociaux. Vous partagerez avec nous votre expérience du terrain et votre vision de l'usage des réseaux sociaux dans notre société. Monsieur Jocelyn Aholou, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci à vous pour l'invitation. Alors, sans plus attendre, nous ouvrons le débat. Ma première question, elle va tout droit au docteur Hospice Bienvenu Rouilloton. Alors, quelle place occupe aujourd'hui, docteur Bienvenu Rouilloton, les réseaux sociaux dans la société béninoise? Ok, merci. Les réseaux sociaux qu'on peut identifier comme plateformes numériques, applications ou sites web ne sont pas un accessoire de la modernité. Ils constituent une véritable infrastructure sociale, en ce sens qu'ils organisent les solidarités, éduquent, forment et fabriquent les célébrités, les réputations, mais aussi font et défendent les carrières politiques, médiatiques ou professionnelles et redéfinissent ce que nous appelons, pour moi, l'espace public. Ce que nos aïeux jadis faisait sous la parable. Aujourd'hui, ça se fait sur Facebook, sur WhatsApp, sur d'autres réseaux et j'en passe. Jadis, il y avait des régulateurs sous la parable. Aujourd'hui, on n'a plus, ces espaces sont vides, sont absents de régulateurs culturels, de gardiens, et c'est là véritablement où réside la difficulté de votre question. Alors, merci à vous, docteur Hospice Bienvenu Rouilloton. Alors, monsieur Jocelyn Aholou, vous êtes dans le numérique en plein. Alors, quand on parle de réseaux sociaux, vous, qu'est-ce que ça vous inspire très rapidement? Il faut dire que les réseaux sociaux ce n'est rien d'autre que la vie réelle qui s'est transposée plutôt dans le virtuel en fait. Ce sont des plateformes qui permettent de se connecter déjà, quelles que soient les barrières en termes de les barrières géographiques plutôt, de pouvoir quand même s'échanger, de partager bon nombre de choses en fait. Aujourd'hui, au-delà de ces éléments que je viens de parler aujourd'hui, ces plateformes aussi constituent un moyen de pouvoir aussi vendre, de pouvoir peut-être aussi vendre également et de pouvoir aussi se faire connaître et d'aller au-delà même du simple fait de pouvoir peut-être de sortir de son environnement au lieu de peut-être de rester juste à Ouidah ou de rester juste à Cotonou, de pouvoir quand même échanger avec des personnes qui sont vraiment loin et qui peuvent partager, que ce soit des expériences, que ce soit des expériences quand même, des vécus, d'échanger en fait, c'est-à-dire
ces réseaux... C'est une plateforme, c'est désormais une plateforme qui facilite la communication, l'intercommunication entre les personnes de façon virtuelle. Exactement. Et ça permet également de supprimer en griffe les barrières qui existent jadis entre les humains et tout. Alors, merci à vous, M. Jocelyn Arolou. M. Théodule Nouati, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un fait. Qu'est-ce que vous en pensez en général? Oui, mais donc, comme ils l'ont dit, les réseaux sociaux constituent aujourd'hui les médias numériques qui permettent aux uns et aux autres d'interagir entre eux. Et ces réseaux sociaux au Bénin occupent une place, je dirais, centrale, puisque ça a contribué à tuer beaucoup d'habitudes que je pourrais appeler des habitudes positives. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont éloigné les uns des autres. La chaleur humaine qui caractérisait l'Afrique a disparu. Et c'est plutôt les réseaux sociaux qui ont pris la place. C'est vrai, ça a réduit les distances. C'est également vrai que ça a créé d'autres problèmes. Effectivement, il est normal que chaque bond positif devient un autre problème qu'il faut résoudre. Il y a longtemps, nous n'avions pas les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on s'en réjouit parce que ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Mais comme je l'ai dit, ça en crée davantage énormément. On va y revenir par rapport aux inconvénients que cela pose. Mais je vais rester avec vous et vous demander, est-ce que, selon vous, ces réseaux sociaux informent-ils ou plus qu'ils n'en divisent? Les deux, mais pas à part égale. Les deux par à part égale. Aujourd'hui, il faut reconnaître que les réseaux sociaux constituent pour les institutions étatiques. Même lorsque nous descendons au niveau des collectivités locales ou territoriales, les réseaux sociaux sont des vecteurs d'information officielle du peuple et de la population, au point où il est rare de lire une information officielle sur les réseaux sociaux et de douter que ça ne provient pas de l'autorité émettrice. Mais il arrive aussi qu'on tombe dans l'autre côté. Mais ce que nous notons, dans le revers, ce que nous notons, merci pour le mot, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, de pauvres airs, des personnes sans hauteur, qui ont trouvé les moyens à travers les réseaux sociaux de se valoriser, de trouver de la notoriété, au point où il y a plus de négatifs à travers ces réseaux sociaux. Évidemment, ceux qui s'y appliquent sont des personnes qui ignorent la loi, et comme ils ont besoin de prendre le pouvoir, de s'affirmer et de montrer aux autres que nous aussi nous existons sur la place publique, ils y vont sans limite avec les risques qui les accompagnent. Nous avons dans la balance plus de négatifs que de positifs. Alors, Monsieur Jocelyn Arolou, je vais revenir à vous, puisque vous êtes dans le numérique. Est-ce que, oui, vous avez écouté Monsieur Théodule Nouati tout à l'heure évoquer déjà les inconvénients on va y revenir certes, mais est-ce que les réseaux sociaux ne constituent aujourd'hui pas, n'ont pas un côté positif véritablement de la chose? Il faut c'est ce qu'on observe en fait. Je pense que les réseaux sociaux, on peut les prendre comme tout outil en fait. Je crois que c'est l'usage qu'on fait qui définit, qui nous réunit aujourd'hui ici en fait. Donc je prends un simple couteau par exemple, je m'explique du thème. Quelqu'un peut le prendre et en faire un bon usage en fait. De la même façon que quelqu'un d'autre peut le prendre et en faire un mauvais usage en fait. Aujourd'hui, je pense que si j'en prends le cas par exemple du coronavirus, au moment où l'avènement du coronavirus était là, où tout le monde était confiné, je pense que beaucoup d'entreprises ont fait usage de ces plateformes pour pouvoir vraiment sensibiliser, communiquer. Au-delà de sensibiliser, ces entreprises ont eu la chance de beaucoup plus vendre en fait, et aujourd'hui d'avoir une base assez solide quand même et d'exister en fait. Et de la même façon aussi, je pense que ces plateformes ont permis toujours durant la pandémie du coronavirus à bon nombre de personnes quand même de ne pas rester confinés et rester confinés en fait. En tout cas, quand même de permettre à ce qu'ils puissent échanger, découvrir d'autres choses également. Et aussi, exactement, le télétravail également qu'on a connu à travers l'existence de ces plateformes aujourd'hui.
Du coup, on peut dire que les réseaux sociaux ont vraiment un côté positif. Mais il ne faut pas oublier que toute chose, le côté positif est généralement accompagné du négatif. Du négatif suite à l'usage que chacun en fait. Exactement. Alors, docteur Rouilloton, alors pourquoi est-ce que cela inquiète aujourd'hui? Les réseaux sociaux ont un côté positif et on en parle. Pourquoi est-ce que ça suscite autant de remords? Ça inquiète parce que nous sommes dans une société en transition entre logique communautaire et traditionnelle et l'individualisme numérique importé. C'est là le nœud de la question. Et nous n'avons pas encore développé les anticorps nécessaires pour affronter la situation. Dans les sociétés où l'identité est encore profondément collective, les attaques contre une personne, par exemple, peuvent se révéler comme être des attaques contre un groupe ethnique, contre un clan, contre une corporation, et tout ceci génère des frustrations. On a vu naître des conflits intracommunautaires à partir d'une vidéo mal capturée, mal contextualisée, ce qui crée des tensions, des confrontations entre les peuples. Le Bénin, notre pays, n'est pas à l'abri, je ne vais pas dire d'un Rwanda numérique, mais je vais dire beaucoup plus d'une dérive numérique marquée par la haine et la manipulation des informations. Et donc, du coup, à petite échelle, bien entendu, et c'est en cela que nous devons prendre ce phénomène au sérieux. Docteur Rouilloton, on va rester avec vous. Alors, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont-ils démocratisé la parole citoyenne? Oui. Et ce n'est pas leur apport révolutionnaire et spectaculaire, surtout. Pendant des décennies, la parole politique était par exemple détenue par une certaine élite, les intellectuels, les politiques, les journalistes et l'élite, ce qu'on peut appeler l'élite de la capitale. Aujourd'hui, une vendeuse de Dantopa, de Tindji, un étudiant de Parakou, un artisan de Sinandé peut interpeller directement un ministre, filmer une image, relayer et partager directement. Donc, sur ce plan, on va constater que les réseaux sociaux ont démocratisé largement la parole publique et ont permis à ce que les citoyens touchent du doigt ou bien participent à la politique locale, ou bien en gros à la gestion du pays. Donc du coup, c'est ce qu'on peut dire. Mais attention, c'est pas sans attention, bien entendu. Distribuer la parole sans une responsabilité, une éducation à la responsabilité numérique serait un tort. Et donc du coup, il va falloir faire attention en formant à la démocratie numérique, sinon ça va dégénérer sur une anarchie. Alors, monsieur Noitier, est-ce que vous êtes d'avis quand docteur Rouilloton parlait de démocratie numérique? Oui, je partage largement son point de vue à partir du moment où cette plateforme, ces différents réseaux sociaux ont permis à tout le monde quand même de prendre la parole et de participer à la mise en œuvre de la politique publique et de accéder même à ce qu'on appelle la politique publique, comme il le disait, pour demander des redditions de comptes à ceux qui sont les détenteurs du pouvoir et à leur dire, vous nous avez promis telle chose à telle échéance, où en êtes-vous? Le peuple attend de vous des résultats. Et donc, ça crée un rapport entre les détenteurs du pouvoir, ceux qui ont le mandat pour conduire la gestion du pays et ceux qui leur ont confié le pouvoir. Sauf que dans cette démocratisation, je vois deux aspects importants. Il faut que la parole civique soit une parole civique responsable. Il faut également que le pouvoir exécutif, ceux qui sont d'actifs, qui ont la gestion du pays, qui en ce moment semblent donner l'impression qu'il y a plus de bâtons que de carottes, soient invités à faire plus de prévention en partageant largement l'information sur ce qui doit être fait pour ne pas tomber dans les travers avant de lever le bâton, je veux dire, passer à la répression. Et donc, il est utile pour l'État
de faire beaucoup de campagnes d'information sur ces nouveaux outils que nous utilisons et leur dire, leur révéler les risques qu'il y a dedans lorsque nous les utilisons mal, comme l'autre, mon vis-à-vis, mon voisin de droite disait tout à l'heure. Lorsque vous vous y frottez mal, vous vous y piquez. Ça, c'est clair. On va y revenir dans l'évolution de cette émission, ne pas dans les solutions à apporter à cette thématique-là. Alors, monsieur Jocelyn Aholou, est-ce que ces médias sociaux ont permis de révéler des injustices ou des abus? Permettez-moi de répondre à la dernière préoccupation rapidement. Je vais peut-être illustrer par un fait qui s'est arrivé en avril dernier. Je crois qu'il y a une vidéo qui s'est circulée sur les réseaux d'une dame qui... Oui, la jeune dame de Ekpe. Exactement. Où elle a été brûlée, torturée. Exactement. Je crois que si cette vidéo ne fuitait pas, c'est pas évident qu'elle ait connu plutôt que la justice puisse intervenir quand même pour réparer un tant soit peu le tort qui lui a été causé en fait. La promptitude dans la réaction de la justice. Exactement. La réactivité. La réactivité, exactement. Du coup, oui, les réseaux sociaux permettent quand même de régler déjà ce problème. Maintenant, quant à la démocratisation plutôt de la parole, oui, je crois qu'aujourd'hui, n'importe qui dispose d'un téléphone et qui a un compte sur ces plateformes peut se permettre quand même de communiquer librement sur ces plateformes, tout en respectant quand même le code du numérique qui existe dans notre pays. Exactement. Alors, est-ce que ces réseaux sociaux, je vais rester avec vous, sont devenus des outils incontournables d'information aujourd'hui dans notre pays? Oui. Surtout lorsqu'on prend la forme de viralité, en fait. Jadis, les médias classiques, je pense que pour que les médias classiques plutôt puissent communiquer sur un fait, ça prend du temps, en fait. Il faut peut-être dégager peut-être du personnel, les déplacer sur le lieu, faire la captation, revenir, faire le montage et tout. Alors que de façon instantanée, aujourd'hui, avant de quitter ta maison pour peut-être aller à Cotonou, s'il y a de l'embouteillage quelque part, avec les réseaux sociaux, tu peux déjà avoir cette information et prendre un itinéraire qui te permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Du coup, de faire de leur viralité, je pense que ces réseaux sont un outil incontournable en fait. Monsieur Nouati, je vais revenir à vous avant de me retourner vers le docteur Mouyaton. La même question que monsieur Aholou. Est-ce que ces réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables et sans ça, on ne peut plus, la communication ne passerait plus aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ce que nous connaissons. Demain, ça va se changer peut-être. Mais on ne peut plus se départir des réseaux sociaux aujourd'hui. Aujourd'hui, vu que les médias classiques, lorsque vous devez attendre une information de la télé, par exemple, vous ne pouvez pas transporter votre télé. Vous devez rester statique à la maison, attendre que l'information passe avant de bouger, alors qu'avec ce terminal-là qui s'appelle téléphone ou tout outil susceptible de vous donner les informations, même dans le trou le plus caché, le fin fond du Bénin, où il y a des zones au Bénin aujourd'hui où on n'a pas accès à la télé, mais avec ce petit outil-là, tout le monde est informé. Et même en se déplaçant, tu fais tes activités, en même temps tu as l'information. Ça fait que tout à l'heure, le docteur Mouyaton disait que même la vendeuse de tomates se munit de cet outil-là aujourd'hui et qui, quelquefois, lui permet de rentabiliser toute son activité puisque quelqu'un peut l'appeler pour dire mais le produit que tu es en train de vendre est à prix réduit à Koulikamain, à Parakou ou bien à Porte-Novo, pourquoi pas. Et donc, ça permet les transactions, ça facilite beaucoup les interactions, les échanges entre les différents peuples. Alors, docteur Mouyaton, est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'imaginer encore une société sans réseaux sociaux? Non, pas du tout. Et vouloir même la supprimer serait docteur. Les réseaux sociaux s'imposent comme une nécessité qui est dans l'air du temps. On en a besoin pour faire toutes nos activités. Il n'y a plus cette occasion où on ne va pas les utiliser. Monsieur Nouati parlait de choses de temps moderne. Oui, c'est pour ça que moi aussi je partage son opinion, c'est que c'est dans l'air du temps. Donc ça s'impose comme une nécessité dans
toutes les dimensions de la vie, que ce soit la dimension sociale, économique, politique et culturelle. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux. Et c'est très important. Une partie de monde où lorsque tu n'as pas ton téléphone, tu as l'impression que quelque chose d'important te manque. En ce sens, encore que les réseaux sociaux ont tué les médias classiques. Tout à fait. Je partage. Les médias classiques n'existent plus, d'où la difficulté que les médias classiques ont. La télévision, la radio, aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui utilisent ces aimants, alors que il suffit de faire quelque chose, bien entendu, au studio. Vous mettez un bout sur YouTube, et ça passe très rapidement, ça devient viral. Et donc, du coup, on doit inviter ces médias traditionnels à s'adapter, pourquoi pas aussi être sur les réseaux sociaux. J'en vois bien, vous êtes en ligne, on peut nous suivre en direct, pourquoi pas. Donc du coup, ça devient une nécessité incontournable pour tout le monde. Alors, M. Jocelyn Arrondou, voilà, les réseaux sociaux, ce qu'il est dit sur ce plateau est que les réseaux sociaux constituent véritablement des outils aujourd'hui où on ne peut pas s'en passer. Alors, pourquoi est-ce que ce sont, parce que c'est un constat, pourquoi est-ce que ce sont les contenus négatifs ou qui choquent, qui circulent plus vite que les informations qui sont de bonne facture? Est-ce que c'est le cas? Je pense que la question n'est pas que ce sont les informations, c'est ce qu'on observe en fait. C'est ce qu'on observe, les contenus négatifs. On peut prendre du point de vue de leur... on prend un exemple simple. Lorsque on se retrouve face à plusieurs types de contenus, par exemple, et qu'on a l'habitude peut-être d'avoir des contenus positif. Je prends un exemple simple, une nature de contenu plutôt, où un jour, on découvre quelque chose qui est nouveau en fait, qui n'est pas habituel. Je pense qu'il y a ce côté-là humain qui est attiré par le fait que bon, c'est quelque chose qui est nouveau, qui incite facilement. Monsieur Jocelyn, nous allons rester avec vous, puisque vous êtes du numérique. C'est la même question que je vais reprendre avec vous. Quand on parle des contenus négatifs, le constat, on observe que ça part très vite. Aux côtés d'un créateur de contenu qui propose une masterclass pour une formation donnée ou une formation dans un domaine donné. Mais quand on prend les deux informations, vous verrez que c'est l'information qui n'a aucun sens, qui part plus vite. C'est ce que je disais. En fait, je ne trouve pas que ce soit les réseaux sociaux qui nous induisent plutôt à faire de telles observations aujourd'hui. Je pense que c'est dans la nature humaine, en fait. C'est beaucoup plus classique. Hein. Lorsque, dans la vie réelle, lorsque vous allez peut-être vouloir proposer un contenu, peut-être une masterclass comme vous venez de le dire, que ce soit en physique, et à côté, peut-être il y a un conseil. Le choix est vite fait en fait. C'est de la même façon que les réseaux sociaux, on observe plutôt sur ces réseaux sociaux les mêmes comportements que nous avons dans la vie réelle en fait. Alors docteur, pourquoi cet état de choses? Je crois que les fausses informations circulent très rapidement pour trois raisons. Nous avons la rapidité de la technologie, la paresse des utilisateurs et la conception des plateformes. Donc aujourd'hui, il est plus facile pour quelqu'un de partager un contenu, parfois même qu'on ne vérifie pas. Parce que en psychologie, en sciences cognitives, ça s'appelle, par exemple, cela nous pouvons l'appeler le biais de la confirmation. On cherche facilement à diffuser une information alors qu'on n'a même pas soit vérifié. Donc ces éléments qu'on voit directement sur les réseaux sociaux partent très facilement parce qu'on n'a pas envie de chercher. C'est dans l'air de temps, on a envie. Dès qu'on capte, on passe. Parfois même, il faut faire très attention. Des gens comme nous, on fait très attention. Sinon, et d'ailleurs, c'est ça que le code numérique pénalise. Parce que vous avez vu quelque chose, je partage sans confirmer, ça peut être une fausse information. Mais parfois, c'est les fausses informations qui circulent. En gros, c'est une bulle qu'on crée. Si on veut faire et les politiques en utilisent. Hein. Si on veut une bulle, on crée une rumeur, ça circule. Et dans certaines sociétés, les politiques l'utilisent à bon escient. Parce qu'on dit, mais on va faire un petit sondage dans la population, on crée la rumeur. Si ça ne marche pas, on arrête. On a connu au Bénin, il y a une vingtaine d'années en arrière, des mouvements de révision, de tentatives de révision de la Constitution. On n'avait pas encore les réseaux sociaux correctement. Mais imaginez aujourd'hui, ça allait prendre une tournure et on continue d'en vivre où, dès qu'on a une volonté de changer quelque chose, la population réagit parce que ça devient viral. Donc les fausses informations pas plus. Alors, docteur, monsieur Nouati, pourquoi est-ce que les réseaux sociaux favorisent-ils la manipulation de l'opinion publique? C'est parce que c'est le constat aujourd'hui. Trois choses à mon niveau.
La première, c'est que tout ce qui est négatif attire plus que le positif. Et tout ce qui est interdit a tendance à attirer l'homme à aller vers, parce qu'on veut quand même contester le pouvoir. La deuxième chose, c'est que sur les plateformes, vous constatez qu'il y a beaucoup plus de personnes de bas niveau qui ont... leur niveau d'analyse est si bas qu'ils ne prennent pas le temps d'aller voir, est-ce que... Et d'abord, les réseaux sociaux même vous imposent à ne pas voir, parce que les personnes dont je parle, lorsque je dis que c'est des gens de certains niveaux, qui est un niveau bas, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'abord pour s'acheter les mots, et quand ils voient, ils n'ont pas le temps de traîner là-dessus pour prendre le recul nécessaire pour analyser avant de commencer par propager. Et la troisième chose, la foule n'est pas intelligente, la foule n'a pas de mémoire. Et il n'y a pas longtemps, au Cameroun, on a dit qu'il y a vol, excusez-moi le thème, des parties intimes des hommes. Ah, il y a vol de sexe. Mais ça s'est propagé comme la vente de petits pains. Celui qui apprend l'information de bouche à oreille, ça circulait et puis ça passait de réseau social en réseau social sans vérification. Et c'était au bout, lorsque la justice a commencé par se saisir de l'affaire pour aller faire des enquêtes et avec le tempérament qu'il faut pour vérifier, qu'on a su que c'est parti comme ça. C'est une fausse rumeur. Oui, et c'est d'où? Qui en est l'auteur? Il faut chercher pour savoir. Voilà comment ça part. Et quand c'est dans la foule, puisque, comme je l'ai dit, ou bien c'est un leader qui crée ça, ou bien ça sort comme ça bondit et puis ça se propage. Voilà un peu comment ça se passe et puis c'est sans contrôle. C'est sans contrôle. Alors, M. Justin, est-ce que c'est le besoin de visibilité qui pousse certaines personnes à franchir ces limites-là? Bien sûr, bien évidemment. Je pense que les algorithmes de ces plateformes mettent beaucoup plus en avant les contenus qui sont beaucoup plus vus ou qui sont beaucoup plus consommés par les utilisateurs de ces plateformes. Et du coup, en tant que créateur de contenu, lorsque tu te rends compte quand même que lorsque tu fais une publication de telle nature, ça prend beaucoup plus vite. Tu es beaucoup plus enclin à en produire davantage pour pouvoir avoir plus de la visibilité également, comme tu viens de le dire. Du coup, oui, la visibilité conduit les créateurs de contenu à créer des contenus de nature un peu plus moins orthodoxe, je dirais. Orthodoxe, oui. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui quand même sur les réseaux sociaux et tout. Docteur Mouyoton, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui on est en droit de dire encore que la vie privée existe encore au Bénin? En théorie, oui. Mais en pratique, non, parce que ça fait longtemps que nous avons volontairement abandonné notre vie privée. On a signé des contrats qu'on n'a pas lus. On s'engage sur des choses sans se rendre compte que il y a plein de vidéos, des disputes familiales, des vidéos intimes qui sont aujourd'hui mises sur les réseaux sociaux. Et donc sur ce point, on peut dire, le juriste sera d'accord avec moi, que le droit de la vie privée est violé à partir de ce principe. Nous sommes dans une situation où on peut encore le nommer clairement comme de la violence numérique. C'est de la violence, plus violence numérique, et cela doit être considéré comme tel. Donc la vie privée, pour moi, n'existe plus, parce qu'on l'a peut-être volontairement abandonné au profit des contrats qu'on n'a pas lus. Parce qu'une fois qu'on a son smartphone et qu'on s'engage, on achète des mots, on met une application, vous n'avez plus le contrôle de vous-même, parce qu'il y a une application qui se trouve à des dizaines de milliers de kilomètres de vous, qui contrôle votre vie. Ne soyez pas étonnés, lorsque nous sommes ici, tout le monde parle. Je suis sûr que si on avait nos téléphones à la sortie, on va nous dire, on va systématiquement commencer par recevoir des notifications comment on appelle, réseaux sociaux, parce que c'est comme ça. Donc ça veut dire qu'on est fliqué, on est suivi, et c'est cela. Donc la vie privée n'existe plus. Monsieur Mathieu? Je serai nuancé. Vous savez, lorsque vous vous mettez sur les réseaux sociaux, un peu comme chez les juristes, c'est des gens qui prennent
quand même quelques précautions où lorsque vous allez sur, je prends le cas de WhatsApp, vous y allez, ils vous disent les clauses de confidentialité, les clauses de ceci et de cela, et vous êtes supposé les avoir lues avant de vous engager. Et donc, dans ce cas, vous comprenez... Personne ne prend le temps de lire pour aller vite. Et ce sera la responsabilité de la personne qui s'engage sans savoir à quoi elle s'engage. La vie privée continue d'exister en dehors des politiciens qui ne devraient plus avoir de vie privée parce qu'ils sont des hommes publics. La vie privée existe lorsque vous regardez très bien ce qui se passe, aussi bien, un peu moins chez nous que chez les autres, lorsque les réseaux sociaux conduisent à la perte de la vie, à des dérives inacceptables. Ailleurs, chez les autres, il y a des procès qui se font aux grandes plateformes comme, comment vous les appelez? Oui, Facebook, et tout ça, Instagram, et tout ça y passe, et les gens gagnent les procès parce qu'ils sont allés au-delà de ce qui n'est pas acceptable. Et au Bénin, ici, quand vous prenez ANIP, quand vous prenez les lois sur les injures publiques et privées, sur la protection de la vie privée, et que vous ajoutez le numérique, la vie privée est suffisamment encadrée pour que les gens sachent mettre la mesure. En toute chose, quelqu'un m'a dit que les limites ont des bornes. Voyez-vous? Donc il faut faire en sorte de pouvoir savoir jusqu'où ne pas aller parce que les lois ont prévu qu'il ne faut pas dépasser telle et telle chose. Lorsque volontairement, comme disait Dr Roumi Oton, vous-même vous vous y engagez, sans lire comme ce qui nous arrive au niveau des banques, au niveau de la SBE et de la SONEB, où vous allez dans ce que nous appelons en droit les contrats d'adhésion. C'est là, c'est prévu, vous ne discutez rien, vous venez, on vous dit c'est comme ça, allez-y, si vous voulez venir avec nous, les assurances et autres, vous signez, vous vous y engagez, vous devenez prisonnier volontaire vous-même, voyez-vous. Dans ce cas, on peut dire que la vie privée n'existe pas, mais il y a une part de responsabilité, une part de contribution, une part de volonté à s'engager, à ouvrir, à s'ouvrir et à donner une partie de sa vie privée au public, à l'ouvrir au public. Et comme il le disait tout à l'heure, moi j'ai connu des gens qui sont dans le net, comme mon ami Aholou à côté, qui m'ont démontré que ce que nous avons fait sur les réseaux sociaux il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous croyez que ça n'existe plus parce qu'à notre niveau ici, à l'interface, nous avons effacé. Un jour, j'étais allé suivre une formation, on a dit, qui parmi vous a le courage de faire voir ce que ça vit depuis 30 ans? Je me dis, j'ai regardé, je ne me reproche rien. On est allé, mais ils sont allés fouiller des choses inimaginables que je pensais ne plus exister depuis, et puis ça a retracé ma vie. Et donc, faisons attention, surtout pour des gens, les jeunes surtout, qui sont encore dans la quête de job, de boulot, qui font des photos sur Facebook, de ceci et cela. J'ai connu un cas la dernière fois où il y a un jeune qui a gagné un travail, on lui a dit, la responsabilité, le poste que vous occupez, vous s'impose des obligations. Vous ne devez plus. Mais si vous en avez fait avant, il vaut mieux nous le dire pour qu'on ne vous accorde pas le poste. Il dit non, il n'a rien fait. On a confié à un expert dans le domaine le week-end, il a sorti un pavé de sa vie sur... Mais quand il est venu le lundi pour prendre le poste, on lui a dit non, on ne peut pas parce que voici. Et donc, faisons attention à nous. Et lorsque, par exemple, vous avez du plaisir chez vous à montrer votre maison. Ou bien vous voulez voyager, vous avez fait votre valise, vous faites comment vous appelez, selfie. Vous tournez, vous dites aux gens, bon, c'est aujourd'hui que je prends l'avion pour aller à tel endroit ou à tel endroit. Ou bien je me déplace de Cotonou pour Parakou pour un tel nombre de temps. Et que vous avez quand même des biens qui attirent chez vous
à supposer que vous soyez seul. De ce que vous avez fait un selfie peut attirer Ça les voleurs. suffit pour permettre aux autres que non seulement vous avez telle chose à la maison, mais en plus, la maison est vide, nous pouvons opérer. Monsieur Jocelyn Rollo, est-ce qu'on peut contrôler les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est compliqué. Ok, je crois que nos politiques créent des mesures quand même pour pouvoir contrôler. Je crois qu'il n'y a pas plus que quelques mois en arrière, quelques années en arrière, je pense que la RAC a même a créé une politique quand même pour pouvoir régulariser, je dirais, les créateurs de contenu pour qu'il y ait une ligne éditoriale qui soit beaucoup plus strictement suivie par ces créateurs de contenu qui influencent positivement ou négativement quand même les abonnés sur ces plateformes. Maintenant, les contrôler de façon systématique et à 100%, ça c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est qu'aux politiques quand même de pouvoir discuter avec les responsables de ces plateformes, avoir des contrats qui nous permettent quand même d'avoir beaucoup plus de sécurité, de réguler plutôt l'usage qu'on fait sur ces plateformes. À titre d'exemple, je pense que on a beaucoup plus de facilité avec ces plateformes à traquer en fait. C'est-à-dire, lorsque un utilisateur utilise une expression sur la plateforme, on peut facilement l'identifier et tout. Donc, il nous revient à nous de répertorier ces mots et de créer des systèmes, de mettre en place des systèmes qui nous permettent quand même de facilement traquer des personnes qui font usage de ces expressions qui ne permettent pas à ce que l'usage qu'on fait de ces plateformes soit beaucoup plus positif et tout, en fait, et de pouvoir faire pas derrière la régulation qu'il faut, en fait. Alors, monsieur Nouati, que prévoit le code numérique pour face à des situations du genre où les gens publient des informations de mauvaise facture? Le code numérique, j'en parlais tout à l'heure, à mon sens, n'a pas suffisamment fait de prévention, mais il y a trop de répression. Et lorsque vous prenez les articles 550 et suivants du code numérique, et lorsque vous utilisez dans le mauvais sens les réseaux sociaux pour dénigrer, pour être le détracteur de telle personne, pour dire des choses qui ne sont pas vérifiables, où on ne peut pas avoir de preuves, le code numérique est là pour vous taper sur les doigts, pour vous dire c'est quand même encadré, nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Et voilà pourquoi je crois, et j'insiste fortement, que l'article 40 de notre Constitution n'est pas consacré inutilement. Il est prévu dedans que l'État mette les moyens pour vulgariser tous les textes qui sont applicables aux citoyens. Et au cas où l'État n'a pas suffisamment de personnel pour cela, l'État peut faire et donner ce rôle-là aux ONG qui ont quand même sont sur le terrain et avec l'accompagnement, la conjugaison des réseaux, comment vous les appelez, les radios communautaires, et dans nos langues, on peut suffisamment vulgariser ces différents tests-là pour que les populations souffrent moins. Parce que vous ne vous rendez pas compte qu'un justiciable se trouve devant le juge. Et c'est en ce moment qu'on lui dit, est-ce que tu sais que tel texte existe qui réprime telle chose que tu as faite? Il dit, ah, je n'étais pas informé avant. Mais il est déjà dans le coup, il a commis le forfait et il ne reste qu'à lui appliquer. Peut-être prendra-t-on en compte les circonstances atténuantes. Mais déjà, il ne peut pas. Il est déjà... Voilà pourquoi moi j'invite fortement l'État à repenser la prévention et à moins réprimer. Alors, docteur Royoton, comment pensez-vous qu'on peut concilier liberté d'expression et responsabilité individuelle et nécessité de régulation dans un espace numérique comme le... Je crois que la liberté d'expression est fondamentale. Elle est consacrée dans les MAP, dans toutes les sociétés, même dans les sociétés traditionnelles. C'est un droit inaliénable que les sociétés accordent à tout individu. Mais en même temps, on a une responsabilité à travailler pour qu'il y ait la cohésion sociale. Je le vois de point de vue anthropologique, hein, bien entendu, qu'il y ait la cohésion, qu'il y ait la paix, qu'il y ait moins de conflits. Et donc, aujourd'hui, dans un État moderne comme le nôtre,
Les politiques publiques doivent peut-être se tourner un regard vers ce qui est fait dans la tradition, dans la culture, pour pouvoir, et c'est là où je serai d'accord avec M. Nouati, pouvoir mieux éduquer, sensibiliser. En cela, moi, je ne trouve pas un mal qu'on mette les éléments de l'éducation au numérique, par exemple, dans les établissements dès la maternelle, au primaire, au secondaire, pour qu'une fois à l'université, l'enfant sache à faire la différence. Les juristes sont un thème qui me plaît bien, les philosophes, le libre arbitre. C'est pas parce que je reçois une information que je diffuse systématiquement. Donc, si je diffuse n'importe quoi, c'est pas donc. Il est de notre responsabilité, de la responsabilité des pouvoirs publics, à mieux éduquer et élever, socialiser les enfants pour que la question devienne beaucoup plus utile. Et surtout, quand on va vers le développement, ça devient nécessaire. Vous voyez par exemple, en Chine, on n'a pas le TikTok, le modèle TikTok que nous utilisons au Bénin, on n'a pas ce modèle TikTok en Chine. Le modèle TikTok en Chine et dans d'autres pays, c'est comment on fabrique telle chose, c'est comment on fait. Et moi, j'hallucine quand je vois des gens déballer leur vie, faire des disputes, on fait des clashs juste pour de l'abonnement. Donc il faut éduquer. Juste pour de la visibilité inutile. Alors, derrière ces débats, il y a des réalités bien concrètes. Harcèlement en ligne, vidéos choquantes, rumeurs destructives. Les dérives des réseaux sociaux ont aujourd'hui des conséquences bien réelles sur des vies humaines. Je vous propose de suivre cet élément témoin. On regarde. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont très importants dans tout ce que nous faisons. Mais en même temps que ça soit important, c'est un couteau à double tranchant. Ça, c'est bien fait et ça a aussi des inconvénients. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les réseaux sociaux. On ne peut absolument rien faire sans les réseaux sociaux. Mais chacun d'entre nous doit savoir comment utiliser pour que ça soit dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Aujourd'hui, ce que moi je constate, c'est que les jeunes utilisent aujourd'hui prennent cela comme un luxe. Les jeunes d'aujourd'hui prennent cela comme un luxe. Alors qu'en Europe, les gens n'utilisent pas comme ça, c'est juste un moyen de communication pour se communiquer. Mais en Afrique, les gens les utilisent comme cela se doit. C'est l'ensemble de tout ce qui est numérique et qui nous permet d'envoyer des messages ou bien de contacter quelqu'un sans passer par le biais de radio ou bien télévision. Les déviants sont énormes. Par exemple, les gens l'utilisent pour l'arnaque. Par exemple, si en cas d'accident, au lieu de secourir celui qui est blessé, on passe le temps à le filmer, et puis le balancer. C'est vraiment dommage que nous puissions constater que certaines personnes l'utilisent pour le côté le plus néfaste. Donc, ce qui est important à faire, c'est que nous allons demander, il y aura une sensibilisation. Bon, il y a toujours des sensibilisations qui se font, mais on va plus accentuer ces sensibilisations-là pour que ces gens-là cessent d'utiliser les réseaux sociaux pour son côté néfaste. Au début, moi j'ai bien apprécié l'avènement de tout ce qui est numérique, les portables, les tablettes, tout. Parce que, surtout, moi je suis dans le domaine de l'enseignement et je vois que c'est important pour les élèves dans leurs recherches et autres. Mais aujourd'hui, comme vous venez de le dire, effectivement, il y a des gens qui prennent ça pour d'autres fins. Et c'est ce que nous constatons surtout. Lorsque, par exemple, il y a des cas de sauvetage, si on prend les accidents, par exemple, où les gens, au lieu d'appeler les sapeurs-pompiers ou bien au lieu d'aller secourir ceux qui sont en difficulté, ils prennent le temps pour prendre les photos, les images et les envoyer sur les réseaux sociaux, alors que ceci ne fait à rien en fin de compte.
Merci d'avoir suivi cet élément témoin qui illustre les réalités, les dérives que peuvent engendrer aujourd'hui les réseaux sociaux au Bénin. Alors, Monsieur Arolou, après ce que vous venez de voir, peut-on encore parler d'un simple outil de communication ou c'est un outil qu'il faut recadrer ou bien supprimer? On ne pourra pas supprimer. Je pense que les vis-à-vis l'ont notifié tout à l'heure. On ne pourra pas supprimer les réseaux sociaux. On ne peut que encadrer et créer des cadres quand même qui permettent à ce que les générations à venir puissent avoir l'usage qu'il faut pour que cela ne crée pas plus de problèmes à notre communauté en fait. On ne peut pas supprimer, mais est-ce qu'on peut interdire certains contenus? Ça c'est un peu compliqué puisque les réseaux, ce ne sont pas nous ici plutôt qui contrôlons ces réseaux. En fait, c'est vrai, derrière ces réseaux, il y a des moyens de contrôler les types de contenus. Il y a des contenus par exemple qui ne peuvent pas être diffusés ou lorsque n'importe qui de sa position publie ses contenus sur les plateformes, automatiquement ces contenus sont supprimés. Mais ça ne revient pas à nous en tant que Béninois par exemple de pouvoir faire ce job derrière en fait. C'est une action plutôt qui relève directement des créateurs de ces plateformes. Et c'est à ces personnes-là à ces personnes plutôt que revient plutôt cette régulation des types de contenus. Mais par contre, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, l'État, dans ces accords, peut créer des accords avec ces plateformes pour que les types de contenus en fonction de nos réalités socio-culturelles puissent être interdits sur ces plateformes en fait. Docteur Ouyoton, la même question à vous. Est-ce qu'on peut interdire ces contenus, ces contenus peu orthodoxes? Non, on ne peut pas les interdire parce que si on suit le fil de notre intervention tout à l'heure, c'est que les réseaux sociaux ont démocratisé un certain nombre de choses, ont laissé la parole à des formes d'éducation nouvelles. Donc on ne peut pas, a priori, c'est pas possible. En théorie, mais même en pratique, c'est pas possible. Par contre, on peut encadrer et dire les types d'informations à faire pourvu que tout ceci participe au vivre ensemble et à un thème plus générique qu'est le développement. Donc, ça c'est pour les réseaux sociaux peuvent détruire des vies. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai, ça peut détruire des vies. Comme ça, comme j'ai dit, ça fabrique des réputations des célébrités. Le Bénin d'aujourd'hui, on est tous fiers en tant que Béninois de savoir que le Bénin est un bon pays parce que c'est les réseaux sociaux. Tout ce qui est fait, aujourd'hui, on les met sur les réseaux. D'autres sont contents de voir, mais en même temps, si on a envie de couler le Bénin, on peut couler le Bénin à partir d'un événement négatif qui va se passer en même temps. Donc, les réseaux sociaux pour des individus peuvent détruire des vies, des situations obscènes, par exemple, que vous avez filmées, des positions différentes, peuvent être révélées, et surtout en politique, on va vous les servir et ça vous détruit totalement. Alors, Monsieur Nouachi, les réseaux sociaux peuvent détruire des vies. C'est ce qu'on peut constater à travers les propos du docteur Ouyoton. Il y a plusieurs points de vue. À plusieurs points de vue, le tout premier, c'est déjà que l'État s'organise à travers ses politiques publiques, à faire en sorte qu'il faut atteindre un certain âge avant d'avoir accès aux réseaux sociaux. Sinon, lorsque nos enfants deviennent addicts de ces réseaux sociaux, la perte est énorme. La déperdition scolaire déjà se note et c'est un danger pour le futur des générations à venir. Et lorsque, ce que disait Dr Ouyoton, les réseaux sociaux ont contribué à détruire beaucoup de grands politiciens. Il y a le maire de Toronto au Canada qui était par exemple en échange charnel avec sa secrétaire sur la dalle de son étage. Les gens l'ont filmé et puis tout de suite sa réputation est tombée et le lendemain il a démissionné. Vous vous rappelez dans les années 2010 de DSK, voilà, et il y a plein de cas où c'est encore une dame, je crois, elle s'appelait Michelle Ashley. Elle était présidente de l'Assemblée d'un pays de l'Amérique latine. Le président est destitué, elle devrait le remplacer, mais il s'est trouvé que c'est une dame célibataire qui a préféré, pour ses intimités, aller en discrétion avec son chauffeur, qui a été manipulé. Contribue à détruire énormément de vies, à détruire des réputations, de façon qu'on pourra dire que c'est des couteaux à double tranchant. Il revient à nos États. Lorsque, par exemple,
Dernièrement, mon ami Aholou a évoqué la question de la dame qui a été braisée, excusez-moi le mot, parce que ce n'était pas loin de ça. Ce n'est pas que j'en parle avec réjouissance, dont les parties intimes étaient brûlées la dernière fois, lorsque tout de suite après, l'information est passée pour dire que tous ceux qui vont contribuer à propager cette image seront considérés comme des complices actifs. Mais ça s'est arrêté. En ce moment, il circule sur nos réseaux sociaux que ceux qui vont vendre les produits dépigmentants auront des problèmes. Au fur et à mesure, il suffit d'identifier, de savoir où mettre le doigt, et je crois qu'on va corriger un peu. Mais il est clair que nous ne pourrons plus nous en départir. Alors, monsieur Aholou, est-ce que partager sans vérifier est-il devenu un réflexe dangereux? Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Encore quelques minutes pour clore cette émission. Partager des contenus sans vérifier le contenu est devenu un réflexe dangereux pour oui, c'est ce qu'on observe. Je pense que c'est la justice quand même qu'aujourd'hui l'État met la loi plutôt pour encadrer en fait. La quête de la viralité plutôt conduit beaucoup de personnes quand même à automatiquement partager une information. Et ceci dit, ce n'est à justice quand même en se basant sur le fonctionnement des algorithmes en fait. Déjà de base, je pense que celui qui a l'information, celui qui a la primeur plutôt, a beaucoup plus d'attention en fait. Vous voyez. Et du coup, lorsque tu, en tant que créateur de contenu, ou peut-être en tant qu'individu, lorsque tu tombes sur une information, on cherche à être la première personne à relayer cette information, quitte à attirer la majorité des utilisateurs de ces plateformes sur son contenu, c'est-à-dire avoir créé de la viralité, avoir de la visibilité sur ce contenu, avant que d'autres puissent amplifier en fait. Et cela nous conduit généralement à ne pas prendre le temps qu'il faut pour vérifier ces informations, nous assurer quand même que les informations sont vérifiées et que, oui, avant de pouvoir les relayer sur les réseaux. Alors, monsieur Dr Ouyoton, nous tendons vers la fin, comme je l'ai dit à l'instant, ce sera votre mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission, de cette thématique? Ce sera également votre mot de la fin. Je crois que ce qu'il faudra retenir est que les réseaux sociaux, comme je l'avais dit à l'entame de mon intervention, est que ça constitue une véritable infrastructure sociale. En ce sens que ça organise des solidarités, éduque, forme, sensibilise, fabrique des réputations, mais en même temps défend du moins des réputations, parce que vous pouvez passer du jour au lendemain au statut de quelqu'un de très célèbre au statut de quelqu'un de banni dans la société. Et parce que ça, c'est tellement viral, ça part tellement vite que quand ça devient fort, on ne contrôle plus. Mais on peut dire que tout le monde est responsable. Si je dois faire une hiérarchie, il y a ceux qui créent les plateformes, on a les États, on a même nous-mêmes les utilisateurs, et une dernière catégorie qui m'intrigue sociologiquement parlant, moi je préfère dire créateur de contenu que de dire influenceur. C'est ceux-là qui négativement font un travail pour détruire. Donc les réseaux sociaux, c'est utile pour le développement, mais il va falloir encadrer sur le plan juridique, sur le plan social, afin de former beaucoup plus à l'éducation des enfants. Merci. Merci beaucoup, monsieur Nwati. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je crois que comme vis-à-vis sur ce plateau, je voudrais dire que les réseaux sociaux constituent un puissant outil communicationnel qui socialise, qui renforce le vivre ensemble, qui, dans le même temps, détruit énormément de réputation. Mais alors, il faut faire très attention tout en ayant en main un outil utile qui peut vous faire grandir. On ne doit pas oublier ce que nous appelons en droit le trouble à l'ordre public. Pendant que vous l'utilisez, vous devez penser à la sécurité, à la stabilité, à la quiétude des citoyens et aujourd'hui associée à un environnement sain. Et donc je crois que, et nous, utilisateurs, et l'État, nous devons nous mettre la main dans la main, nous donner la main pour que cet outil-là ne conduise pas
notre société à la dérive parce qu'avec cet outil, aujourd'hui, la souveraineté de l'État reçoit suffisamment de coups. Merci beaucoup, M. Nwati et M. Jocelyn Arolou, votre mot de la fin. Le mot de la fin serait peut-être beaucoup plus d'inviter nos gouvernants, inviter les institutions plutôt à beaucoup plus œuvrer pour que nous puissions avoir des cadres qui permettent à ce que nous puissions partager ces genres d'enseignements, en fait, de pouvoir permettre à ce qu'on puisse partager aux utilisateurs de ces plateformes les risques et les risques plutôt que nous observons lorsqu'on n'utilise pas bien ces plateformes, en fait, et de pouvoir créer des outils qui éduquent réellement les gens à l'utilisation. Aujourd'hui, on parle juste de la création des contenus fake, mais je pense que nous sommes aussi à l'aide de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et avec l'intelligence artificielle, on peut faire encore beaucoup au-delà de ce qu'on observe aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, on peut créer des contenus de A à de A à Z plutôt, sans que cela ne soit vrai et qui puisse réellement paraître beaucoup plus vrai que ce qui est le contenu vrai, en fait. Donc, il y a de la peur. Il faut quand même que nos gouvernements, il faut que les institutions puissent quand même mettre la main à la porte et pour que cela cesse. Exactement. Merci à vous, chers invités. Je recevais sur ce plateau pour cette émission M. Théodule Nwati, il est juriste, chercheur en droit, Dr Hospice, bienvenue, Royoton, il est socio-anthropologue, et également Jocelyn Arolou, il est un professionnel de la communication et du marketing. Merci à vous, chers invités, d'avoir partagé ce moment-là avec nous. Alors, au thème de ce débat, une réalité s'impose. Les réseaux sociaux sont à la fois un outil puissant et un espace fragile. Ils peuvent informer, mobiliser et rapprocher, mais aussi diviser, exposer et détruire. Plus qu'un problème technologique, c'est une question de responsabilité collective, car au final, les réseaux sociaux ne sont que le reflet de ce que nous choisissons d'en faire. Merci à nos invités, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Regard de Société.